La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 20.1. Le dessin. Cette preuve fut donnée quand les documents de la société secrète des Illuminati d'Adam Weishaupt furent saisis par le gouvernement bavarois en 1786 et publiés en 1787. Le plan originel de la Révolution mondiale et l'existence d'une organisation puissante aux membres très haut placés furent alors révélés. Dès ce moment, il ne subsista aucun doute que tous les pays et les classes de la société comprenaient des hommes qui s'étaient ligués entre eux pour détruire tout gouvernement légitime et toute religion. L'organisation conspiratrice repassa dans la clandestinité après son exposition, mais elle survécut et poursuivit son plan, faisant irruption à la vue du public en 1917. Depuis lors, comme le communisme, elle poursuit ouvertement les buts dévoilés par le gros coup du gouvernement bavarois en 1786, utilisant les méthodes révélées également à l'époque. La publication des documents Weishaupt survint par un hasard aussi curieux que celui de la conservation des documents de M. Whittaker Chambers en 1948. Cet M. Whittaker Chambers, jeune Américain assez morbide et impressionable fut capturé par les communistes à l'université de Columbia à New York en 1925 et devint agent et courrier qui, travaillant sous un pseudonyme, transmit des documents officiels volés à ses supérieurs communistes. En 1938, dégoûté de son esclavage, il fuit le parti. En 1939, épouvanté par l'alliance entre le communisme et l'hitlérisme, il essaya d'informer le président Roosevelt de l'infestation des départements du gouvernement par des agents communistes et de l'espionnage qui y avait lieu, mais fut grossièrement repoussé, un émissaire présidentiel lui disant d'aller se jeter dans le lac. Par précaution, il avait dissimulé ses preuves, les photographies de centaines de documents officiels secrets, dans une cage d'ascenseur désaffectée, et au fil des années les oublia, car il n'en entendit plus parler avant 1948. Puis, son nom fut mentionné au cours d'une enquête provenant de révélations faites par un autre ancien agent communiste, et il fut cité à témoigner. C'est ce qu'il fit, et il fut immédiatement poursuivi en justice pour diffamation par un haut représentant gouvernemental, M. Algéris, qui l'incrimina d'avoir volé des documents ultra secrets et de les avoir transmis, via M. Chambers, aux communistes. Pour sa propre protection, il contacta alors son parent à New York, et demanda si le paquet, dissimulé dans le cage d'ascenseur désaffecté 10 ans auparavant, s'y trouvait toujours. Couvert de poussière, il était toujours là, et l'énormité de son contenu, réexaminé après 10 ans, effraya M. Chambers lui-même. Il cacha le paquet dans un potiron, à sa ferme, où il apparut finalement à la lumière du jour lorsque M. Chambers dut présenter sa défense face à l'accusation de diffamation. Cela mena à la condamnation de son accusateur, M. Rees, et à la révélation partielle d'un état d'infestation communiste au sein du gouvernement américain, si profond et si répandu que manifestement, la politique nationale américaine, pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, devait être en grande partie sous l'influence directe des leaders de la Révolution mondiale à Moscou. Seul un reliquat subsistait après que l'essentiel eût été détruit, car une partie des faits et gestes et des plans des Illuminati avaient été connus avant 1786, en partie de par les vantardises de ses membres et en partie de par les révélations de certains qui, comme M. Chambers 160 ans plus tard, se révoltèrent contre la compagnie en laquelle ils se trouvaient, quand ils comprirent sa véritable nature. Ainsi, la duchesse douairière Maria Anna de Bavière reçut elle en 1783 l'information d'anciens illuminés selon laquelle l'ordre enseignait que la religion devait être considérée comme une absurdité, l'opium du peuple, de Lénine, et le patriotisme comme de la puérilité, que le suicide était justifiable, que la vie devait être gouvernée par la passion plutôt que la raison, que l'on pouvait empoisonner ses ennemis, et ainsi de suite. Suite à cela et à d'autres informations, le duc de Bavière publia en 1785 un décret contre les Illuminati. L'ordre fut accusé d'être une branche de la franc-maçonnerie, et les représentants gouvernementaux, les membres des forces armées, les professeurs, les enseignants et les étudiants avaient interdiction de le rejoindre.
Un interdit général fut posé sur la formation des sociétés secrètes, c'est-à-dire les corps qui se rassemblaient sans se faire enregistrer, comme la loi l'exigeait. Cet interdit, qui ne pouvait manifestement pas être appliqué, les organisations secrètes ne pouvant être supprimées par décret, mit en garde les conspirateurs, de sorte que, ainsi que le relatant les deux historiens des Illuminati, messieurs C.F. Forestier et Léopold Engel, une quantité considérable de documents de la plus haute importance appartenant à l'ordre fut soit cachés soigneusement, soit brûlés, et peu de documents survécurent, car la plus grande partie fut détruite, et les relations externes furent interrompues, afin de détourner les soupçons, autrement dit, l'ordre entra dans la clandestinité. Ainsi les documents qui furent trouvés en 1786 ne représentent-ils qu'une toute petite partie de l'ensemble. Monsieur Forestier dit qu'en 1784, la dernière année au cours de laquelle l'ordre eut plutôt tendance à vanter son pouvoir qu'à le cacher, l'ordre s'étendait depuis sa base bavaroise, sur toute l'Europe centrale, du Rhin à la Vistule et des Alpes à la Baltique. Ses membres comprenaient des jeunes gens qui devaient appliquer par la suite les principes qu'on leur avait inculqués, des fonctionnaires de toutes sortes qui mettaient leur influence à son service, des membres du clergé à qui il inspirait la tolérance, et des princes dont il pouvait revendiquer la protection et qu'il espérait contrôler. Le lecteur se rendra compte que ceci est une image du communisme aujourd'hui, à l'exception de l'allusion aux princes, dont le nombre s'est presque réduit à néant depuis 1784. Cependant, les documents qui furent découverts et publiés, s'ils n'indiquaient pas l'étendue complète des membres et des connexions des Illuminati, particulièrement en France, en Grande-Bretagne et en Amérique, révélait néanmoins la nature de la société secrète et son ambition totalement destructrice. Un émissaire illuministe fut frappé par la foudre lors d'un voyage en Silésie en 1785. Les papiers trouvés sur lui provoquèrent la fouille des maisons de deux leaders illuministes. La correspondance entre Spartacus, Adam Weishaupt et les Aréopagites, ses associés les plus proches dans l'ordre, ainsi que d'autres papiers trouvés alors révélèrent le plan complet pour la révolution mondiale, dont nous sommes au XXe siècle devenus familiers de par ses conséquences, et sous le nom de communisme. Nul ne peut croire aujourd'hui que ce plan grandiose de destruction prit naissance dans le cerveau d'un professeur bavarois, ni résister à la conclusion que, comme le suggère Madame Nesta Webster, Weishaupt et ses alliés ne créèrent pas, mais ne firent que lâcher sur le monde une force vive et terrible restée inerte pendant des siècles. Quand il fonda ses Illuminati, le 1er mai 1776, Weishaupt était doyen de la faculté de droit à l'université d'Ingolstadt. À notre époque, les professeurs d'université secrètement communistes se trouvent souvent dans les facultés de droit. Il avait été élevé par les jésuites, qu'il en vint à détester, et il leur emprunta leurs secrets d'organisation, qu'il pervertit à des fins contraires, la méthode, comme le disait son associé Mirabeau, grâce à laquelle, sous un seul chef, les hommes dispersés dans tout l'univers se retrouvaient à tendre vers le même but. Cette idée de liguer des hommes ensemble au sein d'une conspiration secrète et de les utiliser pour réaliser un but qu'ils ne comprennent pas, transparaît dans l'ensemble des lettres et autres documents illuministes saisis par le gouvernement bavarois. L'idée est présentée de manière passionnée, et les nombreuses façons de la réaliser sont d'une grande ingéniosité. L'expérience de la conspiration, accumulée au cours des âges, devait être l'inspiratrice, et les recherches de Madame Nesta Webster pour déterminer l'origine de cette doctrine morbide et perverse la firent remonter jusqu'au début de l'ère chrétienne et même avant. Par exemple, M. Sylvestre de Say qui dit que la méthode utilisée par les Ismaéliens, une secte subversive au sein de l'islam au XXe siècle, était d'enrôler des partisans en tout lieu et dans toutes les classes de la société, dans une tentative de destruction de leur foi professée et de leur gouvernement. Le leader ismaélien, Abdullah ibn Mémin, entreprit unifier, sous la forme d'une vaste société secrète aux nombreux degrés d'initiation, des libres penseurs qui ne considéraient la religion que comme un frein pour le peuple, et des fanatiques de toutes les sectes. L'accomplissement d'Abdullah ibn Mémin, selon une autre autorité, M. Reinhard Dozy, fut que,
par de tels moyens, le résultat extraordinaire fut qu'une multitude d'hommes aux croyances diverses travaillèrent tous ensemble à un objectif connu seulement de quelques-uns d'entre eux. Ces citations décrivent exactement à la fois les buts, les méthodes et l'accomplissement d'Adam Weishaupt et ceux du communisme, et on pourrait les multiplier par des extraits de la littérature des kabbalistes, des gnostiques et des manichéens. Les documents de Weishaupt sont incontestablement authentiques, le gouvernement bavarois devança involontairement toute tentative de crier à la contrefaçon, d'une manière que nous connaissons bien dans notre siècle, en invitant quiconque serait intéressé à examiner les originaux aux archives de Munich. Ceci révélait trois choses principales. Premièrement, les buts de la société, deuxièmement, la méthode d'organisation, et troisièmement, les membres, du moins sur une région relativement limitée, principalement, les États allemands du Sud. Ces trois questions seront discutées séparément ici. L'idée de base, rendue parfaitement claire dans la correspondance entre Spartacus et ses compagnons conspirateurs à Soudnims, était la destruction de toute autorité, nationalité et religion établie, permettant ainsi d'ouvrir la voie à l'ascension d'une nouvelle classe dirigeante, celle des Illuminés. Les buts de la société, tels que résumés par Henri Martin, étaient l'abolition de la propriété, de l'autorité sociale et de la nationalité, et le retour de la race humaine à l'état heureux dans lequel elle ne formait qu'une seule famille, sans besoins artificiels, sans sciences inutiles, chaque père étant prêtre et magistrat, prêtres de nous ne savons quelle religion, car malgré leurs fréquentes invocations du Dieu de la nature, beaucoup d'indications nous amènent à conclure que Weishaupt n'avait d'autre Dieu que la nature elle-même. Ceci est confirmé par Weishaupt, les princes et les nations disparaîtront. La raison sera le seul code de l'homme. Dans tous ses écrits, il élimina complètement toute idée de pouvoir divin en dehors de l'homme. L'attaque contre les rois et les princes n'était qu'une couverture de la véritable attaque contre toute nationalité, comme le temps l'a montré. Maintenant que l'offre en rois et princes fait défaut, le communisme détruit de manière impartiale les premiers ministres comme les politiciens prolétaires, et l'attaque contre les prêtres était un déguisement de l'attaque réelle contre toute religion. Le vrai but, dans les deux cas, est révélé dans la correspondance même de Weishaupt avec ses intimes. Le faux but était professé aux agents inférieurs de la société, ou au public, au cas où il aurait eu vent des activités illuministes. La grande habileté de Weishaupt dans l'enrôlement de gens importants, qui le rejoignaient en croyant qu'ils se montraient ainsi, progressistes ou libéraux, est démontrée par le nombre de princes et de prêtres retrouvés sur ces listes secrètes d'adhésion. Le meilleur exemple de son succès et de la faculté d'adaptation rapide de sa méthode se retrouve dans le cas de la religion. Son attaque de la religion fut une chose beaucoup plus audacieuse et ahurissante à son époque qu'à la nôtre, où nous avons vécu suffisamment longtemps avec le communisme ouvertement déclaré pour savoir reconnaître une proposition qui, à l'époque de Weishaupt, devait sembler à peine crédible, celle que l'homme, après avoir trouvé la voie menant à l'idée de Dieu, devrait de son propre chef rebrousser chemin. L'idée première de Weishaupt était de faire de l'adoration du feu la religion de l'illuminisme. Il était peu probable que cette idée puisse jamais amener des recrues venant des rangs du clergé, et il eut une meilleure idée, qui les fit venir en nombre. Il déclara que Jésus avait eu une doctrine secrète, jamais révélée ouvertement, mais que toute personne assidue pouvait lire entre les lignes des évangiles. Cette doctrine secrète devait supprimer la religion et la remplacer par la raison. Quand enfin la raison deviendra la religion de l'homme, alors le problème sera résolu. L'idée de rejoindre une société secrète dont Jésus avait été le vrai fondateur et de suivre un exemple établi par Jésus en utilisant des mots pour cacher le vrai sens, se révéla irrésistible pour de nombreux ecclésiastiques qui franchirent alors la porte qui leur était ainsi ouverte. C'étaient des personnages d'un nouveau genre pour leur époque. De nos jours le clerc communiste est devenu familier. Les leaders illuministes les raillaient en privé. Philo, le principal collaborateur de Spartacus, le baron von Knigge de Hanovre, écrivit « Nous disons donc que Jésus n'a pas souhaité introduire une nouvelle religion, mais seulement rétablir la religion naturelle et la raison dans leurs anciens droits.
De nombreux passages de la Bible peuvent être utilisés et expliqués, et ainsi toute querelle entre les sectes cesse si on peut trouver une signification raisonnable à l'enseignement de Jésus, qu'elle soit vraie ou non. Donc, maintenant que les gens voient que nous sommes les seuls vrais et fidèles chrétiens, nous pouvons nous prononcer plus particulièrement contre les prêtres et les princes, mais je me suis arrangé de telle façon qu'après avoir accompli des tests préalables, je puisse admettre des pontifes et des rois à ce degré de l'ordre. Dans les mystères supérieurs, nous devons alors, a. dévoiler la pieuse imposture et, b. révéler parmi toutes les Écritures l'origine de tous les mensonges religieux et leurs connexions. Spartacus commenta avec bonheur, vous ne pouvez pas imaginer l'assentiment suscité par notre rang de prêtre. Le plus merveilleux est que les grands théologiens protestants et réformés qui font partie de l'illuminisme croient toujours que l'enseignement religieux qui y est communiqué contient l'esprit juste et authentique de la religion chrétienne. Ô homme, de quoi ne peut-on te convaincre? Je n'ai jamais pensé devoir devenir le fondateur d'une nouvelle religion. Weishaupt fit de grands progrès en Bavière après avoir persuadé avec succès les ecclésiastiques que l'irréligion était la vraie foi et l'antéchrist le vrai christianisme. Il nota que tous les professeurs non-illuministes avaient été éconduits de l'université d'Ingolstadt, que la société avait fourni à ses membres cléricaux de bons bénéfices, des paroisses, des postes à la cour, que les écoles étaient contrôlées par les illuministes et qu'ils s'empareraient bientôt du séminaire pour les jeunes prêtres, à partir de quoi nous serons à même de pourvoir toute la Bavière en prêtres appropriés. L'attaque de Weishaupt contre la religion était la caractéristique la plus distinctive de sa doctrine. Ses idées à propos du Dieu de la raison et du Dieu de la nature rapprochent fortement sa pensée de la pensée judaïque, dans sa relation aux gentils, et puisque l'illuminisme devint le communisme et que le communisme tomba sous leadership juif, ceci pourrait être significatif. La loi judaïque établit également que les gentils, qui en tant que tels sont exclus du monde à venir, n'ont droit qu'à la religion de la nature et de la raison que Weishaupt enseignait. Moses Mendelssohn, 8. Moses Mendelssohn écrivit ce texte il y a presque 200 ans, et il définit correctement l'attitude judaïste de Kipling envers les races inférieures qui n'ont pas la loi. À notre époque, 1955, une proposition se répand dans la communauté juive pour amener théoriquement les races inférieures dans le giron des judaïstes, tout en perpétuant leur infériorité et leur exclusion. Comme le lecteur de ce livre se le rappellera, à l'ère pré-chrétienne, on cherchait les prosélytes, mais dès le début de la période chrétienne, l'hostilité judaïste à la conversion devint ferme et même féroce, à l'exception de la conversion massive des Khazars mongols, desquels viennent les Ashkénazes d'aujourd'hui, et le Talmud dit que les prosélytes, pour Israël, sont aussi irritants que la Galle. En 1955, un jeune rabbin non orthodoxe, né en Allemagne mais vivant en Amérique, suggéra que le temps était venu que le judaïsme entreprenne le travail du missionnaire parmi les gentils. Les bases qu'il posa étaient identiques aux dictons de Moses Mendelssohn. Ce rabbin, M. Jacob Petukowski, réussit simplement à trouver une solution à ce qui avait semblé être une difficulté insoluble pour Mendelssohn. Conformément au principe de ma religion, je ne dois pas chercher à convertir quelqu'un qui n'est pas né selon nos lois. La religion juive y est diamétralement opposée, c'est-à-dire la conversion. M. Petukowski proposa en fait que les conversions faites par sa mission telle qu'il l'exposait soient fondées sur une base qui donnerait un statut aux convertis, par rapport aux Juifs originels, assez comparable à celui du noir américain pendant l'ère esclavagiste, par rapport aux Blancs dans sa grande plantation. On exigerait, en d'autres mots, on leur permettrait, des convertis qui l'obéissent uniquement, aux 7 lois de Noé. C'est vraisemblablement une allusion au 9e chapitre de la Genèse, et non aux centaines de commandements et vitaux attribués à Dieu par la loi mosaïque. De cette façon, les races inférieures recevraient apparemment des mains du judaïsme la religion de la nature et de la raison, recommandée pour eux par Adam Weishaupt, tout comme par Moses Mendelssohn. S'il s'appelait alors « juif », ce serait plutôt comme le noir de la plantation qui a pris le nom de famille de son propriétaire.
Cette proposition ingénieuse fut peut-être suscitée par la réflexion que le pouvoir juif dans le monde est maintenant si grand qu'une solution au problème de statut des races inférieures devra être trouvée si on veut que la loi soit littéralement observée. Les propres mots de M. Petukowski furent « Les Juifs religieux croient vraiment que les plans pour le royaume de Dieu sur la terre ont été livrés à leur garde. Ces gentils qui ont donc à cœur ce plus grand salut, devraient être mis au courant de ce que le judaïsme a à offrir, et devraient être invités à unir leur destinée à la maison d'Israël. Ce qui était offert, là était en fait, la religion de la nature et de la raison. » Cité dans ses mémoires, dit. Nos rabbins enseignent unanimement que les lois écrites et orales qui forment conjointement notre religion révélée sont de rigueur dans notre nation seule. Moïse nous a ordonné une loi, et même l'héritage de la congrégation de Jacob. Nous croyons que toutes les autres nations de la terre ont été dirigées par Dieu pour adhérer aux lois de la nature. Ceux qui règlent leur vie selon les préceptes de cette religion de la nature et de la raison sont appelés les hommes vertueux d'autres nations. Ainsi, dans cette vision autoritaire, Dieu lui-même a exclu les gentils de sa congrégation et leur a ordonné de vivre simplement selon les lois de la nature et de la raison. Ainsi, Weishaupt leur ordonnait de faire exactement ce que le Dieu juif leur avait ordonné de faire. Si les rabbins talmudiques n'eurent aucun rôle dans l'inspiration de l'illuminisme, et les recherches n'en découvrent aucun, la raison pour laquelle ils prirent plus tard part à la direction du communisme semble ici devenir évidente. Voilà les buts des Illuminati. Ce sont ceux, inchangés, du communisme aujourd'hui. Quant à la méthode, toute bassesse dont sont capables les êtres humains fut répertoriée pour ensuite être utilisée pour le recrutement. Parmi les documents, se trouvaient 2 paquets qui horrifièrent particulièrement l'opinion publique à l'époque. Ils contenaient des documents stipulant que l'ordre pouvait exercer le droit de vie et de mort sur ses membres, et présentant un éloge de l'athéisme, ainsi que la description d'une machine à détruire automatiquement les documents secrets, et des prescriptions pour l'avortement, pour contrefaire les sceaux, pour fabriquer des parfums toxiques et de l'encre sympathique, entre autres choses. Aujourd'hui, le contenu d'un laboratoire communiste est familier à quiconque s'intéresse à de telles affaires, mais en 1787, l'effet de cette révélation, dans la Bavière catholique, fut celui d'un aperçu de l'antichambre des enfers. Les documents de Weishaupt incluaient un diagramme illustrant la manière dont il exerçait le contrôle de son organisation. Ce diagramme montre ce qui pourrait être un morceau de côte de maille, ou de nid d'abeille, et est identique au célèbre système de cellules, sur lequel le communisme est construit aujourd'hui. C'est le produit d'une intelligence supérieure, et manifestement de siècles d'expérience. De telles méthodes ne sont pas inventées sans un long processus de tâtonnement. Le secret est qu'un dommage sur une telle structure ne peut être que local, le tissu principal restant toujours intact et susceptible d'être réparé. Si quelques liens, ou cellules, sont détruits, ils peuvent être réparés en temps voulu, et pendant ce temps l'organisation continue, en grande partie indemne. Weishaupt siégeait au centre de cette toile et en tirait toutes les ficelles. Il faut montrer combien il serait facile pour un chef intelligent de diriger des centaines et des milliers d'hommes, avait-il écrit au-dessus du diagramme, et il avait ajouté en dessous, il y en a 2 immédiatement sous moi à qui j'insuffle tout mon esprit, et chacun d'eux en a encore 2 autres, etc. De cette façon, je peux mettre 1000 hommes en mouvement et les enflammer de la manière la plus simple, et c'est de cette façon qu'on doit transmettre les ordres et opérer en politique. Quand les documents illuministes furent publiés, la plupart des membres apprirent pour la première fois que Weishaupt en était le chef, car il n'était connu que de ses proches associés. La majorité savait seulement que, quelque part au-dessus d'eux, se trouvait un leader bien-aimé, ou grand frère, un être plein de sagesse, bienveillant mais sévère, qui par eux, refaçonnerait le monde. Weishaupt avait en fait accompli le résultat extraordinaire attribué à Abdullah ibn Mémin au sein de l'islam. Sous le contrôle de ce dernier, une multitude d'hommes aux croyances diverses travaillèrent tous ensemble vers un objectif connu seulement de quelques-uns. Le fait que chaque dupe ne connût que ses 2 dupes immédiats n'aurait pu à lui seul provoquer ce résultat. Comment les illuminés étaient-ils maintenus ensemble ?
La réponse est que Weishaupt découvrit, ou reçut d'une intelligence supérieure, le secret sur lequel la force cohésive de la révolution mondiale repose aujourd'hui, sous le communisme, la terreur. Tous les illuminés prenaient des noms, illuminés, qu'il utilisait dans les relations qu'il avait entre eux et dans toute leur correspondance. Cette pratique du pseudonyme, ou nom de couverture, continue à ce jour. Les membres des gouvernements communistes qui usurpèrent le pouvoir en Russie en 1917 furent, pour la première fois dans l'histoire, connus du monde par des pseudonymes et sont également connus ainsi pour la postérité. Les révélations de 1945 à 1955 en Amérique, en Angleterre, au Canada et en Australie montrèrent que les hommes qui travaillaient comme agents communistes dans les gouvernements de ces pays utilisaient des noms de couverture, selon la manière initiée par Weishaupt. Weishaupt organisait sa société en échelons ou cercles, dont les anneaux extérieurs comprenaient les nouvelles recrues et les dupes de moindre importance. L'avancement dans les échelons était censé amener l'initiation au chapitre suivant du mystère central. Weishaupt préférait l'enrôlement de jeunes hommes à un âge où ils sont le plus impressionables, entre 15 et 30 ans. Cette pratique fut poursuivie jusqu'à notre époque. Messieurs Algéris, Harry Dexter White, Whittaker Chambers, Donald McLean, Guy Burgess et d'autres furent tous pris au filet dans leurs universités américaines ou anglaises. D'autres échelons ou degrés étaient ajoutés à mesure que le cercle de recrutement s'élargissait ou qu'on y découvrait des obstacles particuliers. On a déjà donné l'exemple de la religion, et dans ce cas également, le communisme, en insinuant que Jésus fut le premier communiste, a suivi le précédent de Weishaupt, en changeant simplement « illuministe » par « communiste ». Dans cette approche des membres potentiels, le mode d'invitation, si vous voulez bien me suivre au salon, variait pour s'adapter au cas particulier. On faisait prêter serment aux jeunes hommes qui étaient recrutés pour la conspiration au cours d'un cérémonial intimidant qui comprenait une parodie significative du sacrement chrétien. On leur demandait de fournir un dossier sur leurs parents, énumérant leurs passions dominantes, et de s'espionner mutuellement. Ces deux idées sont fondamentales au communisme, et l'une des sources originelles possibles est la loi mosaïque, dans laquelle l'obligation de dénoncer un proche soupçonné d'hérésie, et de placer un garde autour de mon garde, fait partie des lois et jugements. On faisait en sorte que le jeune illuminé ne sache jamais combien de regards de supérieurs inconnus étaient posés sur lui, il ne connaissait que ses supérieurs immédiats, on lui apprenait à dénoncer son entourage, et il en déduisait que son entourage le dénonçait aussi. C'est le principe de base de la terreur, que l'on ne peut jamais totalement instaurer uniquement par le meurtre, la torture ou l'emprisonnement. Seul le fait de savoir qu'elle ne peut faire confiance à personne, pas même à son propre fils, ou père, ou ami, réduit la victime humaine à une soumission totale. Depuis l'époque de Weishaupt, cette terreur secrète s'est établie en Occident. Ceux qui n'en ont aucune expérience personnelle peuvent comprendre le pouvoir qu'elle exerce de nos jours, même à des milliers de kilomètres de son siège central, à la lecture de la description que fait M. Whittaker Chambers de sa fuite dans la clandestinité après qu'il eut résolu de rompre avec ses maîtres communistes. Quant au nombre de membres des Illuminati, les documents découverts montrèrent qu'après 10 ans d'existence, l'ordre comptait plusieurs milliers de membres, dont beaucoup occupaient des postes importants dans l'administration, où ils pouvaient exercer une influence sur l'action des dirigeants et des gouvernements. Ils incluaient même des dirigeants. Le marquis de Luchet, un contemporain, relate qu'environ 30 princes régnants et non régnants avaient lâchement rejoint un ordre dont les maîtres avaient juré de les détruire. Étaient inclus les ducs de Brunswick, Gotha et Saxe-Weimar, les princes de Hesse et Saxe-Gotha, et l'électeur de Mayence, Metternich, le pédagogue Pestalozzi, des ambassadeurs, des politiciens et des professeurs. Au-dessus de tous, se trouvait celui qui 20 ans plus tard, devait écrire le chef-d'œuvre le plus célèbre au monde sur le thème du jeune homme qui a vendu son âme au diable. Il est difficile de résister à la conclusion que Faust était en vérité l'histoire de G2 et de l'illuminisme. Son thème est essentiellement le même que celui de Witness et d'autres œuvres contemporaines dont les auteurs ont échappé au communisme. Ces listes étaient manifestement incomplètes,
pour la raison précédemment évoquée selon laquelle des précautions avaient déjà été prises avant que les autorités bavaroises ne fassent une incursion au domicile des principaux associés de Weishaupt, en 1786. Pour la même raison, les documents découverts ne révèlent qu'une partie du territoire sur lequel s'étaient étendus les Illuminati. Le diagramme de Weishaupt montra que l'ordre secret était construit de façon telle que plus d'un segment ne puisse jamais être découvert ou endommagé. Il est possible, toujours pour la même raison, que Weishaupt n'ait été qu'un chef de groupe ou de région, et que la haute administration de ce qui était manifestement une organisation mondiale révolutionnaire ne fût jamais démasquée. Ce qui est sûr, c'est que bien que les documents illuministes ne contiennent aucun nom ou autre indication de nature à révéler son pouvoir en France, la Révolution française, lorsqu'elle débuta 3 ans plus tard, devint une attaque contre toute autorité civile et toute religion, une attaque identique à celle planifiée par Weishaupt et ses associés. Depuis ce jour, les écrivains au service de la Révolution mondiale, leur nom est légion dans tous les pays, n'ont jamais cessé de nier toute connexion quelle qu'elle soit entre l'illuminisme et la Révolution française. Ils soutiennent ingénument que puisque la société secrète fut interdite en 1786, elle ne put avoir de rapport avec un événement de 1789. La vérité est que l'illuminisme, bien qu'interdit, ne fut pas plus éradiqué que le communisme ne le serait aujourd'hui par une interdiction légale, et que ses agents donnèrent à la Révolution française ses marques de fabrique qui l'identifient comme l'œuvre de révolutionnaires mondiaux, et non de Français mécontents. Les actes commis sous la terreur étaient d'une nature inimaginable avant qu'ils ne soient commis, mais ils étaient depuis longtemps familiers, en imagination, aux Illuminati. Dans quels autres esprits l'idée que les récipients du souper sacramentel devaient être transportés sur un âne en procession publique dans les rues de Paris aurait-elle pu prendre forme ? Ils étaient éduqués dans la tradition antique d'une telle parodie, et leur propre initié était admis au cours d'une cérémonie parodiant le sacrement. Dans quel cerveau, sinon celui de Weishaupt, l'idée d'introniser à Notre-Dame une actrice comme déesse de la raison aurait-elle pu naître ? Pour les besoins d'évocation diabolique, il est requis de profaner les cérémonies de la religion à laquelle on appartient, et de piétiner ses symboles les plus sacrés, c'est la description que fait M. A.E. Waite de la formule de magie noire, et la magie noire et le satanisme étaient deux des ingrédients du breuvage illuministe. Weishaupt et ses proches, ou peut-être ses maîtres, proposèrent de s'introduire en France par leurs agents, des illuminés secrets et ce, en haut lieu. Au cours de ce siècle, nous avons vu quels formidables résultats peuvent être obtenus par cette méthode. Le résultat avorté de la Seconde Guerre mondiale, et l'état de trêve armée dans lequel elle a laissé le monde, fut provoqué par des hommes tels que Rhys et White, et les hommes haut placés qui les protégeaient. Weishaupt choisit la manière parfaite pour obtenir un tel pouvoir sur les affaires et les événements français, passé par une autre société secrète très puissante, qui l'infiltra et dont il s'empara selon les méthodes exposées dans ces documents. Cette société était le Grand Orient de la franc-maçonnerie. Le plan pour prendre le contrôle de la franc-maçonnerie par le biais d'agents illuministes, et le succès accompli, est exposé clairement dans les documents de Weishaupt. Il note d'abord, j'ai réussi à obtenir un aperçu en profondeur des secrets des francs-maçons, je connais leur but global et l'annoncerai au bon moment à l'un des degrés supérieurs. Par la suite, il donna l'ordre général à ses aréopagites de s'engager dans la franc-maçonnerie, nous aurons alors notre propre loge maçonnique, nous la considérerons comme notre pépinière, à chaque occasion, nous nous protégerons grâce à elle. Cette technique d'avance, à couvert, qui est toujours fondamentale au communisme aujourd'hui, était le principe directeur, du moment que le but est atteint, peu importe sous quelle couverture cela se passe, et une couverture est toujours nécessaire. Car dans la dissimulation se trouve une grande partie de notre force. Pour cette raison, nous devons toujours nous couvrir avec le nom d'une autre société. Les loges sous les ordres de la franc-maçonnerie sont pour le moment la couverture la plus appropriée à notre but ultime, on ne peut œuvrer contre une société dissimulée de cette manière. En cas de poursuite ou de trahison, les supérieurs ne peuvent pas être découverts. Nous serons enveloppés dans une obscurité impénétrable qui nous protégera des espions et des émissaires d'autres sociétés.
Une fois de plus, on reconnaît clairement la méthode communiste d'aujourd'hui dans ces mots, il pourrait s'appliquer à la capture de partis, d'associations et de sociétés actuelles, sans en changer une syllabe. L'étendue du succès de Weishaupt se retrouve clairement dans un extrait d'une complainte prononcée 5 ans après le début de la Révolution française, par le duc de Brunswick, grand maître de la franc-maçonnerie allemande, qui fut aussi un illuminé. En 1794, il dissout l'ordre, disant avec des accents de surprise attristés. Nous voyons notre édifice, la franc-maçonnerie, s'écrouler et recouvrir la terre de ruines, nous voyons la destruction que nos mains ne peuvent plus arrêter. Une grande secte a surgi qui, en prenant pour devise le bien et le bonheur de l'homme, a travaillé dans l'obscurité de la conspiration pour faire du bonheur de l'humanité une proie pour elle-même. Cette secte est connue de tous, ses frères ne sont pas moins connus que son nom. Ce sont eux qui ont sapé les bases de l'ordre au point de le renverser complètement, c'est par eux que toute l'humanité a été intoxiquée et égarée pour plusieurs générations. Ils ont commencé en jetant la réprobation sur la religion, le plan qu'il avait formé pour briser tous les liens sociaux et détruire tout ordre a été révélé dans tous leurs discours et leurs actes, ils ont recruté des apprentis de tous les rangs et dans tous les postes, ils ont trompé les hommes les plus perspicaces en prétextant faussement des intentions différentes. Leur maître n'avait en vue rien moins que les trônes terrestres, et le gouvernement des nations devait être dirigé par leur cercle nocturne. C'est ce qui s'est passé, et se passe encore. Mais nous remarquons que les princes et les peuples ignorent la manière et les moyens dont cela est accompli. C'est pourquoi nous leur disons en toute franchise, l'usage impropre de notre ordre a causé tous les troubles politiques et moraux dont le monde est rempli aujourd'hui. Vous qui avez été initiés, vous devez vous joindre à nous en élevant vos voix, afin d'apprendre aux peuples et aux princes que les sectaires, les apostats de notre ordre, ont été et seront les seuls auteurs des révolutions présentes et futures. Afin d'extraire jusqu'à la racine l'abus et l'erreur, nous devons dès ce moment dissoudre l'ordre entier. Avec cette citation, le présent récit a fait un bond, ce qui nous amène 5 ans avant les événements, afin de montrer que l'un des plus importants francs-maçons de cette génération, lui-même un pénitent, identifia les Illuminati comme les auteurs de la Révolution française et des révolutions futures. Le succès de Weishaupt dans son intention déclarée de s'emparer de la franc-maçonnerie de l'intérieur, et le rôle joué alors par les agents illuministes à l'intérieur de la franc-maçonnerie afin de diriger la révolution, ne pouvait être certifié par une meilleure autorité que le grand maître de la franc-maçonnerie allemande lui-même. Sous cette influence insufflée, la franc-maçonnerie, très puissante en France, suivit un cours extrême et engendra les clubs jacobins, ceux-ci, toujours sous influence illuministe, présidèrent à la terreur, où les auteurs masqués de la Révolution révélèrent sa vraie nature par leurs actions. Tout comme la Révolution russe 130 ans plus tard, la Révolution française afficha alors sa haine des pauvres et des faibles plus que celle des riches, des paysans de Vendée plus que de leurs prétendus oppresseurs, de toute beauté en tant que telle, des églises et de la religion, de tout ce qui pouvait élever l'âme humaine au-dessus des besoins et des désirs animaux. Adam Weishaupt devint lui-même franc-maçon en 1777, l'année suivant la fondation de ses Illuminati, en intégrant une loge de Munich. Le comte Mirabeau, qui fut plus tard le dirigeant révolutionnaire français, était au courant tant de l'intention que de la raison secrète de Weishaupt de rejoindre les francs-maçons, car ses mémoires incluaient un document daté de 1776 qui présentait un programme identique à celui des Illuminati, et dans son histoire de la monarchie prussienne, il se réfère nommément à Weishaupt et aux Illuminati, et dit: la loge Théodore de Bon Conseil à Munich, au sein de laquelle il y avait quelques hommes ayant de l'intelligence et du cœur, était fatiguée d'être ballottée par les vaines promesses et querelles de la maçonnerie. Les chefs se résolvèrent à greffer sur leur branche une autre association secrète qu'ils nommèrent l'Ordre des Illuminés. Ils la modelèrent sur la Compagnie de Jésus, tout en proposant des vues diamétralement opposées. Ce sont précisément l'intention et la méthode décrites par Weishaupt dans sa propre correspondance, et c'est la preuve que Mirabeau, le dirigeant révolutionnaire, les connaissait à l'époque, c'est-à-dire en 1776.
De plus, ces mots suggèrent que la société secrète des Illuminati fut fondée dans l'intention explicite de prendre le contrôle de la franc-maçonnerie et, à travers elle, de provoquer et de diriger la révolution. La complicité de Mirabeau concernant toute l'entreprise depuis le début est suggérée par le fait que le document daté de 1776, l'année de la fondation des Illuminati, lui attribue le nom de couverture illuministe Ars Scilla, si bien qu'il dut être un membre fondateur, avec Adam Weishaupt, et par la suite un illuminé important. Mirabeau, en tant que lien entre Weishaupt et la Révolution française, est incontournable. L'éditeur de ses mémoires, M. Barthou, fait observer que le plan de réforme de 1776, trouvé dans les documents de Mirabeau, ressemble beaucoup, dans certaines parties, à l'œuvre accomplie plus tard par l'Assemblée constituante, le Parlement révolutionnaire de 1789. C'est une autre façon de dire que le travail de l'Assemblée constituante ressemblait beaucoup au plan d'Adam Weishaupt de 1776, lorsque Mirabeau et lui étaient en train de fonder les Illuminati et prévoyaient ensemble de prendre le contrôle de la franc-maçonnerie. Les autres étapes de la capture clandestine de la franc-maçonnerie par Weishaupt sont également claires dans ses archives. Au Congrès général de 1782, 7 ans avant la Révolution, à Wilhelmsbad, les Illuminati attirèrent tant de recrues que l'ordre de la stricte observance, auparavant le corps le plus puissant de la franc-maçonnerie, cessa d'exister. La voie vers la victoire totale dans le monde maçonnique fut ouverte quand les Illuminati recrutèrent les deux personnages les plus importants de la franc-maçonnerie allemande, le duc Ferdinand de Brunswick, futur pénitent, et le prince Karl de Hesse. En 1785, des émissaires illuministes assistèrent à un autre congrès général à Paris, et dès ce moment, il semble que la planification détaillée de la Révolution devint la tâche de la Loge des Amis réunis, qui était une couverture pour les Illuminati. L'effacement des traces à ce stade est le résultat de la notoriété que l'ordre acquit en Bavière, de sa proscription l'année suivante, en 1786, et de la destruction des preuves. Néanmoins, en 1787, les mêmes émissaires vinrent en visite à Paris, sur invitation du comité secret de la loge. Même avant que la Révolution ne se soit vraiment étendue, le fait qu'elle était provoquée et dirigée par l'illuminisme était connu et public. L'acte d'accusation et l'avertissement prononcé par le marquis de Luchet se révèlent être aujourd'hui une prédiction étonnamment exacte, non seulement concernant le cours que la Révolution prendrait en France, mais aussi le cours ininterrompu de la Révolution mondiale jusqu'à nos jours. Déjà en 1789, il écrivait « Sachez qu'il existe une conspiration en faveur du despotisme contre la liberté, de l'incompétence contre le talent, du vice contre la vertu, de l'ignorance contre l'instruction. Cette société vise à diriger le monde. Son but est la domination universelle. Aucune calamité de ce genre n'a encore jamais affligé le monde. » De Luchet décrivait précisément le rôle que le monarque serait forcé de jouer pendant la phase des Girondins, le voir condamné à servir les passions de tout ce qui l'entoure, à élever des hommes avilis au pouvoir, à prostituer son jugement par des choix qui déshonorent sa sagesse, et la situation critique dans laquelle la Révolution laisserait la France. Nous ne voulons pas dire que le pays où règne des Illuminés cessera d'exister, mais il tombera dans un tel degré d'humiliation qu'il ne comptera plus dans la politique, que la population diminuera.